Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer sur BC Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu les serments des magistrats nommés récemment. Un processus qui entre dans le cadre des réformes de la justice, a déclaré le chef de l'État. Et puis, les permanents et syndicats du FPI ont fustigé les soi-disant collectifs d'agents et cadres de cette entreprise qui s'en prenaient à l'actuel comité directeur. Les syndicats du FPI ont ensuite renouvelé leur confiance à l'actuel comité dirigé par Patrice Kitebi. Enfin, Paul Gérard Kalimati a tiré sa révérence. Le président du comité des sages de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est décédé ce mardi dans la nuit à Kinshasa. Félix Tshisekedi a reçu ce mercredi 19 février 2020 les serments des hauts magistrats qu'il a nommés récemment. La cérémonie a eu lieu dans la salle des congrès du Palais de la Nation. Selon le chef de l'État, ces nominations entrent dans les processus des réformes de la justice. Josué Kalamba explique dans ce reportage. Ce mercredi 19 février 2020, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu dans la salle des congrès du Palais de la Nation les serments des hauts magistrats qu'il a récemment nommés par ordonnance présidentielle. Selon les dires du chef de l'État, ces nominations entrent dans le processus de la réforme de la justice congolaise. Les nouveaux magistrats de la RDC ont prêté serment en ces termes « Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées ». Par contre, les deux hauts magistrats de la haute cour militaire ont prêté serment en ce terme. Je jure devant Dieu et la nation, obéissance à la Constitution et les lois de la République, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Notez que le nouveau procureur général Victor Mumba Mukomo va attendre la prochaine session de mars pour prêter serment devant le Parlement. Restons toujours à la présidence de la République où le président Tshisekedi a déclaré ouvert ce mercredi à Pullman Hotel de Kinshasa les travaux de la première édition des IRDC 2020 basés sur la présentation des opportunités d'investissement dans le secteur du numérique en RDC. Christelle Genda nous en dit plus dans ce reportage rendu par Esther Mpezo-Omba. C'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a déclaré ouvert mercredi 19 février 2020 à Pullman Hotel de Kinshasa les travaux de la première édition de la rencontre IRDC 2020 portant sur la présentation des opportunités d'investissement dans le secteur numérique en RDC. Investir dans la numérique en RDC est le thème abordé au cours de cette rencontre. Dans son mot des circonstances, le chef de l'État réitère son engagement de s'impliquer personnellement dans la réussite du partenariat technique et financier à construire au terme de ces échanges un cadre normatif. Pour le ministre des tutelles Augustin Kibasa Maliba, cette première édition permet de présenter aux investisseurs et bailleurs institutionnels l'ensemble des projets de son ministère pour la prise en œuvre du programme du gouvernement conformément à la vision du président de la République. Avant de clôturer, le président de la République, Félix Tshisekedi, a salué l'initiative du ministre en charge de PTNTIC, Augustin Kibasa, et l'invite à maintenir un cadre ouvert de discussion et de partenariat avec ses investisseurs du secteur privé. Un projet de soutien des femmes victimes de violences sexuelles sera bientôt lancé à Chabunda, dans le Sud Kivu, par les Nations Unies dans son programme des fonds de consolidation de paix. C'est à cet effet que la ministre d'État en charge des genres, familles et enfants, Béatrice Lomea Atilitié, a échangé avec les partenaires de son ministère sur la mise en œuvre de ce projet. Esther Mpezo-Omba a une fois de plus signé ce reportage.
Bientôt la mise en œuvre par le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies pour une période de 18 mois d'un vaste projet dans le territoire de Chabunda visant à apporter une réponse holistique dans le cadre des violences sexuelles et celles basées sur le genre. La délégation des partenaires du ministère du Genre, conduite par Abdoulaziz Thioye, l'a annoncé ce mardi à la ministre d'État, Béatrice Lomé-Atilité. C'était pour discuter du lancement d'un projet soutenu par le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies pour une période de 18 mois et qui sera exécuté dans le territoire de Chabunda sous le leadership du ministère du Genre, mais également du ministère du Plan. C'est un projet qui vise réellement à travailler à l'autonomisation des femmes, mais essayer d'adresser les causes du conflit, faire de la prévention, mais apporter une réponse holistique dans le cadre des violences sexuelles et tout ce qui est violence basée sur le genre, liées aux activités minières dans la zone de Chabunda. La ministre a accueilli avec beaucoup de satisfaction l'annonce effectivement du démarrage du projet. Elle va donner son accord pour la tenue très rapidement du comité de pilotage qui va servir de signal de lancement de la mise en œuvre des activités d'ici le début du mois de mars. La patronne du genre attend de ce projet une boussole pour servir de modèle aux autres zones minières caractérisées par les discriminations à l'endroit des femmes, des filles et des enfants. Ce qui convient avec les objectifs du programme tels que définis par Abdoulaziz Thioye. La ministre d'État qui a promis de donner son accord pour la mise en place du comité de pilotage du dit projet croit dur comme fer qu'il répondra aux attentes des bénéficiaires. Pius Mwabilou Bayo Moukala promet de remettre l'État dans ses droits. Lors d'une descente sur terrain qu'il a effectuée ce mardi, le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat a fait un constat amer selon lequel les espaces et immeubles de l'État sont illégalement occupés, ce qui constitue une perte pour les trésors publics. Suivez cet élément de nos confrères de la presse du ministère d'État en charge de l'urbanisme et habitat. C'est sur terrain qu'il y a la construction anarchique, spoliation de maisons de l'État, bref, tout ce qui est contre la vision du président de la République et du gouvernement Ilunga et qui ne permet pas à la population de bien vivre. Et puis Mwabilou Bayo Moukala l'a compris, et voilà pourquoi le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat aime le terrain. Mardi, et puis Mwabilou a visité d'abord l'immeuble Maïfer, situé au croisement du boulevard du 30 juin et l'avenue Mboujimaï. Après les tours des différents locaux et appartements, les constats est amer. L'immeuble de l'État présente les visages d'un orphelin abandonné depuis plusieurs années. Même constat à l'immeuble ATER situé sur l'avenue de la Gombe, immeuble de 6 niveaux avec 24 appartements. Puis Mwabilou dit avoir désormais l'idée précise sur le patrimoine de l'État. C'est une visite de plusieurs immeubles. J'ai commencé l'itinérance. Il faudrait que je me fasse une idée réelle du patrimoine que je suis appelé à gérer. Le constat est triste et amer. Tout ce que je peux demander, c'est qu'il faut que les gens respectent l'État. Respecter l'État signifie lui rendre ce qui lui revient en bon état. Et puis Mwabilou prévient qu'il ne cédera à aucune intimidation pour atteindre cet objectif. Je lance un appel solennel à tous ceux qui occupent les maisons de l'État. Ça ne sert à rien de m'envoyer un haut gradé de l'armée, ça ne sert à rien de m'envoyer un haut gradé de la politique, une autorité politique. Je crois que ce que nous devons faire nous tous, c'est faire respecter l'État. C'est très très important. Cette visite entamée ce mardi, après une longue observation, se poursuivra ce mercredi à Kinshasa. Elle s'étendra ensuite sur l'ensemble du pays. D'un ministère à un autre, rendons-nous à présent au ministère de l'Industrie où le ministre Julien Paluku a reçu des mains de Massamba Nkamba Deba, un inventeur et innovateur congolais, un lave-mains intelligent made in Congo, fruit de son invention, appuyé par les gouvernements de la République. Suivez.
Le lavement intelligent Made in Congo, une innovation congolaise, signé Massamba Mkama, l'un des lauréats de la masterclass de l'innovation et de l'invention congolaise 2019, a été remis au ministre de l'Industrie Julien Paluku Kahongya. Très bientôt, un incubateur pour la création des millionnaires congolais sera mis en place, car les différents projets initiés par les innovateurs et inventeurs congolais lauréats de la masterclass 2019 seront financés par les gouvernements congolais et ses partenaires, a rassuré le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kahongya. Je remercie Monsieur le ministre de recevoir tout d'abord notre cadeau, l'un de nos produits, lave-mains intelligent. Alors ce que je propose au gouvernement, vous voyez déjà les produits, qu'on a aussi aussitôt rapidement le financement pour monter une usine de fabrication, parce que nous avons déjà plusieurs demandes à l'interne. Ça va servir la nation, c'est une façon de créer aussi des richesses. L'avantage pour nous sommes déjà dans la robotique. Nous, 80% des chaînes de production sera fabriquées, montées par nous-mêmes. Par ailleurs, pour des innovations portées à la tête du ministère de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya a été primé par le magazine Infrastructure et Développement. Ses diplômes de mérite a été remis au ministre de l'Industrie par son conseiller itinérant Henri Itoka, qui l'a représenté à la cérémonie des sorties officielles de ce magazine. Aujourd'hui, Julien Paluku Kahongya est venu à la tête de ce ministère avec une vision, l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Et sur cette vision vient s'ajouter la vision tracée par le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui veut sortir la population du seuil de la pauvreté et créer des millionnaires. Et le lendemain de ce discours, M. Julien Paluku Kahongya, ministre de l'Industrie, a matérialisé ce discours en créant les 10 premiers millionnaires congolais aujourd'hui avec l'opération de la Journée nationale des inventeurs et innovateurs congolais. Affaire 200 millions de la Gécamine, la CAG lave de toute accusation la Gécamine et la société Ventora du blanchiment d'argent dans l'affaire des 200 millions de dollars américains. Le président de cette ONG, Georges Kapiamba, est revenu sur ces accusations pour enfin reconnaître l'existence effective d'un contrat de prêt entre la Gécamine et Ventora, ex-Florette Mimi Limited. Ce rétropédalage de l'ONG à CAG porte un coup sur la crédibilité et celle de son président et de l'ONG elle-même. Les détails dans cet élément préparé par Esther Tezo-Omba. Rétropédalage de l'ONG ACAG dans l'affaire de 200 millions de dollars américains de partenariat entre la Gécamine et Ventora, une filiale du groupe Glencore du milliardaire israélien Dan Gettler. Son président, Maître Georges Kapiamba, vient en effet de laver ses deux partenaires de toutes les accusations qu'il avait été le premier à porter contre eux en décembre 2019. L'association pour l'accès à la justice avait en effet accusé les dirigeants de la Gécamine de détournement de ce pactole, tandis que Ventora a été chargé pour blanchiment d'argent sale. En début de semaine, cependant, Georges Kapiamba est revenu sur ces accusations pour reconnaître l'existence effective d'un contrat de prêt entre les parties qu'il avait incriminées et l'effectivité du transfert de 128 millions d'euros sur base du dit contrat. Évoquant des documents obtenus de la partie Ventora ex-Fleurette Mumi, Kapiamba va plus loin dans les détails et reconnaît aussi que l'accord irrélatif avait été signé le 2 octobre 2017 par M. Kintale Alain Mukonda pour le compte de Fleurette Mumi Limited et M. Jacques Kamenga Chimwanga pour la Gécamine. Autre détail de la CAG, le 4 octobre 2017, sur demande écrite de la Gécamine datée du 2 octobre 2017, Fleurette Mumi avait transféré à la Gécamine la somme de 128 millions d'euros. Le SWIFT du transfert avait été émis par la banque Unicredit Group en date du 4 octobre 2017, créditant le compte de la Gécamine à la Robank en passant par la banque ING à Bruxelles. Par la suite, dans sa correspondance de début janvier 2018, la Robank déclarera avoir débité le 26 octobre 2017 la banque correspondante ING de la somme de l'équivalent de 128 millions d'euros, soit 148 millions 96 000 dollars américains pour être virés sur le compte de la Gécamine. Ces nouvelles révélations qui portent un grave coup sur la crédibilité de la CAG et son président dans cette affaire a ainsi le mérite de clarifier la chose au point que le dossier ouvert par la justice devrait se trouver désormais sans objet.
Et les responsables de la Gécamine placés sous surveillance de la même Gécamine devraient recouvrer leur liberté de mouvement et leur dignité. Ceci particulièrement par le PCA Albert Youma, traîné dans cette affaire alors qu'il figure parmi les 100 personnalités les plus influentes en Afrique pour le monde des affaires. En attendant de connaître le dénouement officiel de cette affaire, le ministre congolais des droits humains, André Litté, n'a pas manqué d'exprimer son désappointement et condamner le rôle joué par Kapiamba et la CAGE dans cette affaire. Je suis abasourdi pour la simple et bonne raison que Kapiamba a fait preuve d'inconséquence dans cette affaire, a-t-il déclaré, avant de considérer que c'est ni moins ni plus une illusion du savoir immédiat. Et de s'étonner comment comprendre Kapiamba ait répandu aux 4 vents des faits qui n'a jamais vérifié au préalable, notamment la corruption et le blanchiment des capitaux dans le chef des dirigeants de la Gécamine et de l'ex-Fleurette Mumi. Les permanents et syndicats du Fonds de promotion de l'industrie FPI ont, dans une déclaration faite au siège de leur entreprise à Kinshasa, désapprouvé un soi-disant collectif d'agents et cadres du FPI, un organe dont personne ne reconnaît la motivation. Ces délégués syndicaux réaffirment leur soutien à l'actuel comité directeur dont Patrice Kitebi est le DG. Suivez. Nous, permanents et délégués syndicaux, représentant les agents et cadres du FPI, nous voyons apparaître par des écrits le collectif des agents et cadres du FPI, un organe dont personne n'arrive à identifier ni la nature, ni les acteurs, moins encore le siège, qui émet des correspondances à l'adresse des autorités à travers des médias et des réseaux sociaux pour dénoncer des faits au nom des agents et cadres du FPI. Tous les documents qu'il émet sont sans date ni signature, mais il utilise l'entête du FPI. Quant à nous, parti syndical du FPI, nous ne nous reconnaissons pas dans sa démarche. Nous nous assumons de nos actes en signant nos documents. Nous sommes connus et tout le monde sait nous localiser. Voilà pourquoi nous voulons ici lever l'équivoque et dénoncer cette manière de faire engagée par les prétendus collectifs des agents et cadres du FPI, qui est de nature à perturber la paix sociale au sein du FPI, gage d'une bonne productivité, à distraire les autorités et même à discréditer le fonds auprès de l'opinion publique, tant nationale qu'internationale. En conclusion, nous disons que l'ensemble des agents et cadres du FPI ne sont pas concernés par ces différents actes. Ceci constitue la mise au point de permanents et des délégués syndicaux du FPI. Dans la province de Haut-Ouélé, le gouvernement provincial est déterminé à donner la lumière sur les dossiers des victimes de Gao. L'exécutif provincial promet de tout mettre en œuvre pour que justice soit rendue en faveur des victimes du 5 décembre dernier dans la cité de Gao. C'est le reportage de Josué Kalamba. Le gouvernement provincial du Haut-Ouélé se dit déterminé à tout mettre en œuvre pour que justice soit rendue en faveur des victimes du 5 décembre dernier dans la cité de Gao. Le matin du mardi 18 février 2020, le ministre provincial de la Justice et Droits Humains, Jean-Guélia Aboussa, a reçu dans son cabinet de travail la délégation de familles de 6 taxman tués le 5 décembre de l'année dernière à Gao par 2 personnes non autrement identifiées. Au sortir de l'audience, les membres de famille ont donné de la voix au micro de la presse. Bana wana batiki basi na bana siko prise à charge et komi problème. Bango nyonso batiki ba bébé ba futa liwa na bana na biso. Tozana mawa mingi kati na motema. Pona komona bandeko na biso ba ema baeba mimi bana bakena bango na ferme. Bana bakufi na possesseur à ferme na ba arme de guerre. C'est pour ça que les ezalaki tokanisa ki okwa dete biso zela basala musala bango tokanisa ki bakozwa bango justice esala musala na ye po kemba na nsima makambo ya boye ekoma te.
Retenez que Gao est une localité située à plus ou moins 90 km de la ville d'Issiro, sur la route nationale numéro 26, axe Niangara, dans les territoires de Ouacha. C'est dans cette cité qu'avaient été lâchement abattus les 6 taximans moto sur le chemin du retour après avoir accompagné de commerçants fermiers essentiellement composés de la communauté Emma. Parlons à présent sécurité dans les prisons RD congolaises. Les prisonniers de la localité de Luozi au Congo central vivent dans les conditions inhumaines. Pas de rations alimentaires ni de vêtements et pire encore, les locaux de ces centres pénitentiaires est à ciel ouvert. Face à cette misère indescriptible des personnes incarcérées, le gouverneur Atou Matubwana leur a apporté un appui financier de 500 000 francs congolais. Certes, une contribution, mais cette dernière semble insuffisante au regard des besoins des condamnés de Luozi. Esther Mpezo Omba nous en dit plus. Nous sommes dans la prison de la localité de Luozi dans la province du Congo central. Ici, les prisonniers vivent dans des conditions inhumaines. Pas de vêtements, pas de nourriture, pas de soins médicaux et pire encore, les locaux sont à ciel ouvert. Ils sont visiblement abandonnés par le gouvernement provincial mais aussi national. Face à cette misère des personnes incarcérées qui ne dit pas son nom, le gouverneur du Congo central a dépêché le député provincial André Kuzunduku Xantoto pour y apporter un appui logistique. 500 000 francs congolais, c'est la somme envoyée à ces malheureux prisonniers par Atou Matubwana. Certes une aide, mais très insignifiante pour des incarcérés qui survivent exposés à toutes sortes de maladies. Ces images doivent interpeller les autorités compétentes car une prison n'est pas synonyme d'une poubelle remplie d'immondices et de la crasse. La prison de Luozi est parmi les anciennes prisons de la RDC car construite en 1905, elle devrait constituer un patrimoine de l'État congolais. Les chauffeurs et motocyclistes de Kinshasa lancent un cri d'alarme aux autorités urbaines quant aux tracasseries policières dont ils sont souvent victimes dans les rues de la capitale Kinshasa. Au micro de l'émission La Base parle sur BC Télévision, ces usagers de la route dénoncent les interpellations dont ils sont objets par les agents de l'ordre qualifiés et non qualifiés. Suivez les détails dans cet extrait de l'émission La Base parle. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une ville dense et cosmopolite. À Kinshasa, la population est souvent en mouvement et pour se déplacer, quoi de mieux que le transport en commun. Malheureusement, ceux qui sont censés faciliter ce mouvement, notamment le chauffeur de taxi et taxibus ainsi que le motard, sont victimes de la tracasserie policière. Dans tous les carrefours de la ville, les chauffeurs sont confrontés aux agents de l'ordre de toutes les unités, même le non qualifié. D'autres par contre posent le problème de la taxe de 500 francs congolais qu'ils sont censés payer chaque jour sans connaître la destination. Ils ont réagi au micro de l'émission La Base parle. Tracasserie ezananzela na sens que biso ba document no so l'état sengi to somba to sombiango. Mosono bina bana na document mutuka no seza document nango. Oza document nanga ya mutuka. Oza contrôle technique à jour. Ozomona ke oui ezana na sika. Oza contrôle technique, oza autorisation de transport. Vous comprenez? Oyo soto yena na ministère ya transport. Ministère ya transport azosenga biso taxe ya stationnement. Taxe ya stationnement yango oyo. Obo mona oya 500 fois par jour. Et là quoi salema pasi pona biso otozo déplorer na kati ya ville. La balle est lancée dans les camps des autorités policières et municipales de Kinshasa pour la recherche de solutions idoines afin que chaque Kinois puisse vivre et travailler dans de bonnes conditions. Comme annoncé au titre, Paul Gérard Sapou Kalimassi a tiré sa révérence. Le président du comité des sages de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et ancien bourgmestre de la commune de Kinshasa est décédé ce mardi à Kinshasa des suites d'une maladie. Reportage signé Christelle Genda, rendu par Josué Kalamba. Paul Gérard Sapou Kalimassi Diabanema, président du comité de sages de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, est décédé mardi 18 février 2020. Élu député provincial et doyen de l'organe délibérant de Kinshasa, il en a été également président du bureau provisoire. Léon Malemba et Massengo Thérèse, deux jeunes députés provinciaux, complétaient alors le bureau respectivement comme premier et deuxième secrétaire. Sapou Kalimassi a longtemps dirigé la commune de Kinshasa comme bourgmestre.
L'infortuné avait déjà perdu son épouse Antoinette Monama l'année dernière. Que son âme repose en paix. Fin de cette session d'information, mais avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu le serment des magistrats nommés récemment. Un processus qui entre dans le cadre des réformes de la justice, a déclaré le chef de l'État. Et puis, les permanents et syndicats du FPI ont fustigé les soi-disant collectifs d'agents et cadres de cette entreprise qui s'en prenaient à l'actuel comité directeur. Les syndicats du FPI ont ensuite renouvelé leur confiance à l'actuel comité dirigé par Patrice Kitebi. Enfin, Paul Gérard Kalimati a tiré sa révérence. Le président du comité des sages de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est décédé ce mardi dans la nuit à Kinshasa. Ici s'achève complètement cette édition d'information. Liévin de Zolo vous l'a présenté. Ne quittez pas, car les informations se poursuivent avec la revue de presse. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à cette revue de presse en ligne sélectionnée pour vous sur BC Télévision. Commençons avec Forum des Aski titres. À l'honneur hier à Addis Abeba, Levé Pemtunda, élu président de l'Institut africain de l'ONU pour la prévention du crime et traitement des délinquants. Encore une casquette, mieux un couronnement pour le patron de la justice congolaise. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Célestin Tundaya Kassende, a été élu mardi 18 février à Addis Abeba, président de l'Institut africain des Nations Unies pour la prévention du crime et du traitement des délinquants. Il a été élu à l'unanimité par ses pairs ministres africains qui se réunissaient en Éthiopie à l'occasion de la 7e réunion du conseil d'administration de l'Institut africain des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants. C'est une grande fierté pour la RDC, de manière générale, qui continue à rafler des postes importants dans les instances internationales. C'est surtout un motif de fierté pour la justice congolaise, dont l'arsenal normatif et répressif continue à inspirer nombre de pays africains. Poursuivons cette revue avec actualité.cd qui écrit RDC ADEF, la police veut se déployer dans les zones libérées par l'armée à Béni. La police nationale congolaise PNC entend se déployer dans plusieurs localités reprises par l'armée des mains des combattants ADF dans la région de Béni. C'est la quintessence du message donné ce mercredi 19 février à Goma par le commissaire général adjoint de la PNC chargé des questions administratives, le général Patience Yave. Ce responsable de la police est en partance pour Béni, dit-il, afin d'évaluer la mission de la sécurisation des entités confiées aux unités de la police récemment déployées dans la région de Béni. L'objectif poursuivi, selon le général Yave, est de sécuriser toutes les entités libérées des mains des ADF par les forces loyalistes jusqu'à la limite entre les provinces du Nord Kivu et de l'Uturi. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui titre « Lomami, arrestation du maire de la ville de Cabinda pour outrage au gouverneur ». Le maire de la ville de Cabinda, Joseph Kazadingoyi, a été arrêté mardi 18 février et transféré le même jour à la prison centrale de Ludimbi sur ordre du parquet près les tribunaux de grande instance. Il est poursuivi pour outrage au gouverneur des provinces. Selon les organisations de la société civile, cet acte est un acharnement politique étant donné que le maire a fait une déclaration dans laquelle il a annoncé son appartenance à un nouveau parti de l'opposition. La même source affirmait que, la semaine dernière, le maire a été injurié pendant plus de 30 minutes sur une chaîne locale d'un acteur politique. Fin de cette revue de presse. Merci à vous qui nous avez suivis.